Ma belle-mère a qualifié ma fausse couche de façon qu'a Dieu de corriger une erreur le jour où elle a renversé du vin rouge sur ma robe de mariée. Quand je lui ai demandé pourquoi elle me détestait à ce point, elle a eu un sourire perfide et m'a répondu « Parce que tu m'as volé mon fils ». Je l'ai simplement regardée, abasourdie. C'était il y a 9 mois. Aujourd'hui, elle regrette tout amèrement et donnerait cher pour avoir su tenir sa langue. J'ai toujours craint les autres femmes, mais en fin de compte, j'aurais dû me méfier de ma belle-mère. Tout a commencé le jour de notre mariage. L'officiant a demandé si quelqu'un s'opposait à notre union, et là, ma belle-mère s'est levée comme si de rien n'était pour lancer. Oui, moi, c'est à ma place qu'il aurait dû se marier. J'ai pincé l'arête de mon nez, excédé, et même l'officiant a levé les yeux au ciel avant de l'ignorer royalement. Depuis ce jour-là, elle s'est acharnée à essayer de nous séparer. 6 mois plus tard, alors que j'organisais une fête d'anniversaire surprise pour mon mari, la situation a dégénéré. Avant notre mariage, il répétait qu'il détestait les anniversaires et ne voulait pas qu'on les fête. Mais maintenant que nous vivions ensemble, il n'avait plus vraiment le choix. J'ai donc mis les petits plats dans les grands. J'ai dépensé près de 2000 € parce que je voulais que tout soit parfait. Fontaine de chocolat, traiteur, serveur, champagne hors de prix. J'invitais presque tout son entourage, ce qui m'a pris une journée entière au téléphone. Bien sûr, la première personne à prévenir, c'était ma belle-mère. Honnêtement, j'avais juste envie d'expédier l'appel pour m'en débarrasser. Elle a décroché dès la première sonnerie. « Oh mon Dieu, comment va mon petit garçon? Dis-moi que tu as enfin largué cette sorcière. » C'est Sheila. » Ah, d'accord. Son ton est tout de suite retombé, non pas parce qu'elle était gênée, mais plutôt déçue que ce ne soit pas son fils. Je voulais faire court, alors je lui ai expliqué la fête, précisant que tout était déjà réglé. Elle n'avait plus qu'à venir. Soudain, elle s'est mise à hurler. « Pour qui tu te prends ?» Je suis restée silencieuse, attendant que la tempête passe. En 5 minutes, elle m'a couverte d'insultes, m'a accusée de pervertir son fils et a même lancé qu'elle préférerait voir Michael mort plutôt que de mettre les pieds à l'une de mes fêtes. Mais je n'avais pas une minute à perdre, alors je lui ai donné la date et l'heure avant de raccrocher. Franchement, sa réaction était tellement attendue que je n'y ai plus pensé. Mais le soir, quand Michael est rentré, il m'a dit que sa mère l'avait appelé. J'ai cru qu'elle avait éventé ma surprise. Mais non, elle lui avait créé un profil sur un site de rencontre sans son accord et lui avait envoyé des photos de filles qu'elle trouvait à son goût. Il m'a confié ça avec un regard inquiet, comme si rien n'arrêterait sa mère. « Je suis désolée, mon amour. Tu sais que j'aurais coupé les ponts depuis longtemps si elle n'était pas malade, » m'a-t-il glissé. Je me suis laissée aller dans ses bras. « Ne t'en fais pas, Michael. Je sais, parce que c'était vrai, et je refusais de laisser cette femme jalouse s'immiscer entre nous. Les jours précédant la fête ont été un calvaire. Ma belle-mère m'envoyait des messages menaçants du style « Tu vas le regretter » ou « Dernière chance d'annuler » et le meilleur « Tu crois tout contrôler, mais tu n'imagines pas ce qui t'attend. » Elle se prenait vraiment pour la vilaine d'un dessin animé. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai fini par la bloquer, persuadée qu'elle ne viendrait pas de toute façon. Puis le grand jour est arrivé. Avec ses collègues, ses frères et sœurs, la famille au complet et ses amis, on était tous cachés dans la cuisine plongés dans le noir, cotillon à la main, un immense gâteau au centre de la table. L'ambiance était électrique, chacun pariant sur la tête qu'il ferait en découvrant la surprise. Mais à 16h10, toujours pas de Michael, et un mauvais pressentiment m'a saisi. Il avait toujours été ponctuel. Chaque samedi, il revenait pile à l'heure de la pêche. À 16h30, l'angoisse me tordait le ventre. C'est là que le téléphone a sonné. Mais ce n'était pas lui, c'était la police. J'ai mis sur haut-parleur. Ils m'ont annoncé qu'ils avaient retrouvé Michael, victime d'un accident de voiture. Il était décédé. Un hurlement m'a échappé, mes mains agrippant ma poitrine comme pour arracher cette douleur. Sa famille s'est effondrée. Des collègues ont essayé de me faire asseoir. Le policier était toujours en ligne quand quelqu'un a pris l'appareil. Ce qu'il a dit ensuite m'a glacée. Nous avons vérifié les caméras de surveillance. Il semble qu'une Toyota Corolla l'ait volontairement poussé dans le fossé avant de prendre la fuite. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Cette fois, j'ai crié de rage. Je savais qui était derrière tout ça, et j'étais décidée à ce que ma belle-mère paie, coûte que coûte. Le reste se brouille dans ma mémoire. Justin, le frère de Michael, a répondu à la police. Anna, sa sœur, s'est effondrée en pleurs. Tout le monde était sous le choc. Je suis restée figée. Le décor de fête autour de nous ressemblait à une mauvaise blague. Le gâteau avec « Joyeux anniversaire Michael » écrit en bleu nous narguait du regard. Les jours qui ont suivi sont passés dans le brouillard. Je ne mangeais pratiquement plus. Je ne dormais pas. Les gens déposèrent des plats à la maison, mais rien ne passait. Justin et Anna se sont quasiment installés chez moi pour m'aider à tout gérer. L'organisation des obsèques, les papiers, les appels aux membres de la famille. J'avançais en pilote automatique. La police est revenue pour plus de questions. J'ai parlé des menaces de ma belle-mère, montré les messages sauvegardés avant de la bloquer. Le détective Parker a tout noté, mais il n'avait pas l'air vraiment convaincu. Madame Reynolds possède une Honda Civic grise, pas une Toyota Corolla, a-t-il précisé. Et d'après ses relevés téléphoniques, elle était chez elle au moment de l'accident. Je n'en croyais pas mes oreilles. Rien ne l'empêchait d'avoir emprunté une voiture ou de payer quelqu'un. J'étais à 2 doigts d'exploser. Justin m'a posé la main sur l'épaule, tentant de m'apaiser. L'agent Parker a simplement hoché la tête, compatissant. « Nous explorons toutes les pistes, madame. Nous aurons besoin de vous au commissariat demain pour une déposition officielle. » Quand la police est partie, je me suis effondrée sur le canapé. Anna m'a apporté du thé et s'est assise près de moi. « Je sais ce que tu ressens, Sheila.
m'a-t-elle glissé à voix basse. Et je suis d'accord avec toi. Maman a toujours eu un comportement instable, surtout dès qu'il s'agissait de Michael. La vérité était bien pire encore. Michael, c'était son petit dernier, son bébé, et depuis la mort de son père, quand il n'avait que 12 ans, elle était devenue étrangement possessive. Anna m'avait déjà raconté comment leur mère sabotait les histoires d'amour de Michael au lycée, appelait ses petites amies au beau milieu de la nuit pour les menacer, débarquait sans prévenir lors de leur rendez-vous. Mais cette fois, ça dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Les obsèques ont eu lieu 3 jours après. J'ai mis la robe noire que Michael adorait. Ses collègues étaient à présent, ses amis de pêche, même son ancien colocataire de fac avait fait le voyage depuis Seattle. Et bien sûr, il y avait ma belle-mère, drapée d'un voile noir d'une théâtralité exaspérante, comme si c'était elle la veuve, et non moi. Elle n'a pas raté l'occasion de sangloter bruyamment pendant toute la cérémonie. Quand le moment est venu pour la famille de s'exprimer, elle m'a poussé sans ménagement pour foncer vers la tribune. Je serrais le rebord de mon siège si fort que mes jointures blanchissaient. Mon petit garçon adoré, s'est-elle lamentée au micro, on me l'a enlevé trop tôt. S'il m'avait écouté davantage, s'il avait fait des choix plus avisés. Elle a planté son regard dans le mien en prononçant cette dernière phrase. J'ai senti Anna se raidir à mes côtés. Justine a maugré quelque chose entre ses dents. Mais moi, je me suis contentée de la fixer, refusant de lui donner la satisfaction de me voir flancher. Après la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé chez nous, chez Michael et moi. Ma belle-mère est arrivée sans y être invitée et n'a pas perdu 1 minute pour réorganiser la cuisine. Michael a toujours préféré que la cafetière soit posée ici, a-t-elle lancé à haute voix. Je l'ai ignorée, continuant à discuter avec le patron de Michael. Plus tard, je l'ai surprise dans notre chambre, fouillant dans le placard de Michael. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé en tâchant de garder mon calme. Elle s'est retournée, serrant un pull de Michael contre elle. « Ce sont les affaires de mon fils. Je les emmène chez moi. Où est leur vraie place ?» Je me suis avancée et j'ai arraché le pull de ses bras. « Sors de chez moi. » Elle m'a lancé alors un sourire glacial, calculateur, loin d'être sincère. Cette maison appartenait aussi à Michael, et maintenant qu'il est parti, sa part me revient. À moi, sa mère. J'ai eu l'impression que mon sang se figeait. Je n'avais même pas encore réfléchi aux conséquences légales. Nous avions acheté la maison ensemble l'an passé, nos 2 noms figuraient sur le prêt. Impossible de savoir si elle disait vrai. « Tu dois partir, tout de suite. » J'ai désigné la porte du doigt. Elle s'est approchée, toujours avec ce sourire glaçant. « Tu crois que tout est terminé ? Ce n'est que le début, ma chère. Michael aurait mérité mieux. À présent, je vais faire en sorte que tu paies pour me l'avoir pris. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ni la suivante. Dès le lundi matin, j'ai appelé un avocat. William, un ami d'un ami, spécialiste des héritages, a accepté de me recevoir dans l'après-midi. Au vu de ce que vous me racontez, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, m'a-t-il assuré après que je lui ai exposé la situation. Puisque vous étiez légalement mariés, tout vous revient, sauf s'il y a un testament qui indique le contraire. Un immense soulagement m'a envahi. Il n'y a pas de testament. On en avait parlé, mais on n'a jamais pris le temps d'en faire un. William a acquiescé. Dans ce cas, la maison est à vous. Sa mère n'a aucun droit dessus. J'aurais dû me sentir rassurée en sortant de ce rendez-vous. Pourtant, quelque chose continuait de me hanter. La Toyota Corolla. L'enquête de la police semblait piétiner. Ils avaient récupéré des images floues d'une caméra de surveillance montrant une voiture percutant le pick-up de Michael, mais impossible de distinguer la plaque ou le conducteur. J'ai décidé de mener ma petite enquête. J'ai commencé par le téléphone de Michael, que la police m'avait rendu. J'ai passé en revue ses derniers appels. La plupart m'étaient destinés, ou à ses collègues, à Justin. Mais un numéro inconnu l'avait appelé plusieurs fois la veille de l'accident. Je l'ai noté, puis j'ai vérifié ses messages. Rien d'étrange, juste nos échanges habituels, quelques discussions de groupe, des nouvelles des copains de pêche. Ensuite, j'ai regardé ses mails. C'est là que je l'ai trouvé. Un message de sa mère, envoyé le matin de l'accident. Objet, urgent. Vois-moi aujourd'hui. J'ai ouvert le mail, les mains tremblantes. Michael, il faut que je te voie tout de suite. Ça concerne Sheila. J'ai découvert quelque chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. Rejoins-moi au Vieux-Pont à 15h30. Viens seul. Ne lui dis rien. Mon cœur battait à tout rompre. L'accident avait eu lieu près du Vieux-Pont, juste après 15h30. Il rentrait chez lui après l'avoir vu. C'était une preuve, non ? Je me suis envoyé le mail, puis j'ai appelé l'inspecteur Parker. Il m'a promis de s'en occuper, mais m'a rappelé qu'un simple rendez-vous par mail ne prouvait pas un meurtre. J'ai raccroché, frustré. Cette nuit-là encore, impossible de dormir. Je repensais sans cesse à cette Toyota Corolla. Quelque chose en moi la trouvait familière sans savoir pourquoi. Et puis, j'ai eu un flash. 1 mois plus tôt, Michael m'avait raconté que la voisine de sa mère, Cynthia, venait de s'acheter une Toyota Corolla. Le lendemain, je suis allée dans le quartier de ma belle-mère, je me suis garée un peu plus loin et j'ai attendu. Vers midi, une femme est sortie de la maison voisine et est montée dans une Toyota Corolla grise avant de partir. J'ai eu le temps de prendre une photo de la voiture et de la plaque. J'ai aussitôt envoyé la photo à l'inspecteur Parker avec un message expliquant ma théorie. Il m'a rappelé presque tout de suite. « Nous allons vérifier ça, Madame Walsh, mais s'il vous plaît, ne faites plus cavalier seul. Cela pourrait s'avérer dangereux. J'ai promis, mais dans ma tête, tout un plan se dessinait déjà. Je devais parler à Cynthia, savoir si elle avait prêté sa voiture à ma belle-mère ce jour-là. Il me fallait une preuve.
J'ai attendu le lendemain pour passer à l'action. Je me suis dit que Cynthia serait au travail. Je suis donc retournée dans le quartier vers 10 heures. La Toyota Corolla grise était toujours garée devant chez elle. J'ai stationné à quelques maisons de là et je me suis dirigée vers sa porte d'entrée, le cœur battant la chamade. L'air du matin était frais et piquant, et la rosée brillait encore sur les pelouses parfaitement taillées de cette rue paisible. J'avais les mains moites en m'approchant de la porte, le cœur lourd à l'idée de ce que j'étais venue faire. J'ai appuyé sur la sonnette sans vraiment croire que quelqu'un viendrait m'ouvrir. Mais contre toute attente, la porte s'est entrebâillée. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux blonds coupés courts et vêtue d'un peignoir, est apparue devant moi. Son regard, doux et marqué par les années, était néanmoins méfiant tandis qu'elle me détaillait. « Je peux vous aider ?» a-t-elle lancé, visiblement sur ses gardes. Impossible de retrouver le moindre mot. Tout ce que j'avais préparé s'était évaporé en un éclair. « Bonjour, je suis Sheila. J'étais la femme de Michael Reynolds. » Aussitôt, son visage s'est transformé. La méfiance a laissé place à la compassion. « Oh, ma pauvre, j'ai appris ce qui s'est passé. Je vous présente toutes mes condoléances. » Sa voix s'est faite plus douce. Elle a esquissé un geste pour me toucher le bras, puis s'est ravisée. Je l'ai remerciée, mal à l'aise, balançant d'un pied sur l'autre sans savoir où me mettre. Elle m'a alors proposé un café, que j'ai accepté un peu machinalement. L'intérieur de sa maison était impeccable. Un mur couvert de photos de famille, une douce odeur de cannelle et de vanille flottait dans le salon, accompagnée d'un fond de musique classique. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine, et elle m'a servi un café bien chaud, préparé à la cafetière à piston. Entre mes doigts, la chaleur de la tasse m'a réconfortée un instant. « Je ne veux pas paraître indiscrète », a-t-elle dit en remuant son café. « Mais qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai pris une inspiration pour tenter de rassembler mes esprits, les yeux rivés sur ma tasse. « C'est au sujet de ta voiture, la Toyota Corolla. » Les sourcils de Cynthia se sont arqués aussitôt. « Ma voiture ? Qu'est-ce qu'elle a ?» Elle a serré la tasse un peu plus fort. « La police pense qu'une Toyota Corolla a été impliquée dans l'accident de Michael. Ils ont des images où on voit la voiture qui le force à quitter la route. J'ai tenté de garder une voix posée, même si j'étais en ébullition à l'intérieur. Cynthia a reposé lentement sa tasse. La porcelaine a teinté contre la table. « Tu crois que j'ai un lien avec tout ça ?» Sa voix s'est durcie. J'ai secoué la tête vivement. « Non, pas du tout. Mais je me demandais si tu avais prêté ta voiture à quelqu'un ce jour-là, ou récemment. » J'essayais de paraître détachée, bien que mon cœur battait la chamade. Elle m'a observé longuement, puis a hoché la tête, l'air soudain grave. « Oui, ce jour-là je l'ai prêté, à Diane, ta belle-mère. » Mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais enfin une piste solide. J'ai tenté de garder un visage impassible malgré l'adrénaline qui m'envahissait. Elle m'a dit que sa Honda faisait un bruit bizarre et qu'elle devait faire des courses. Elle m'a rendu la voiture le soir même. Cynthia paraissait mal à l'aise, triturant nerveusement une serviette en papier. Je n'ai appris ce qui était arrivé à ton mari que le lendemain. Je lui ai demandé si elle accepterait d'en parler à la police. Après un moment d'hésitation, elle a accepté. Je l'ai remerciée avant de repartir, les mains tremblantes tandis que j'appelais l'agent Parker depuis la voiture. Le volant était glacé sous mes doigts quand je lui ai transmis les informations. Il m'a assuré qu'ils allaient convoquer Cynthia pour l'interroger officiellement et qu'ils allaient également questionner Diane à nouveau. Un petit soulagement s'est emparé de moi. Enfin, une avancée concrète. Pour la première fois depuis la mort de Michael, j'avais le sentiment qu'on progressait. Je me suis autorisé un mince espoir en rentrant chez moi, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages. Mais ce répit fut de courte durée. En arrivant, j'ai trouvé la porte d'entrée entr'ouverte alors que j'étais certaine de l'avoir bien verrouillée en partant. Je me souvenais parfaitement avoir tourné la clé et vérifié à 2 reprises, une habitude acquise depuis la disparition de Michael. J'ai poussé la porte avec précaution. Le grincement habituel des gonds m'a soudain semblé menaçant. La maison paraissait exactement comme je l'avais laissée, rien ne semblait déplacé, les photos étaient à leur place, les coussins aussi. Mais en entrant dans la cuisine, un détail m'a glacé. Sur le plan de travail, une photo encadrée de Michael et moi, le jour de notre mariage. Le verre était brisé, et mon visage avait été rayé avec un objet coupant. Des traits irréguliers traversèrent mon sourire, alors que celui de Michael restait intact. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis reculée d'un coup, fouillant nerveusement mon sac à la recherche de mon téléphone pour prévenir la police. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le voyant du répondeur qui clignotait. Nous nous en servions rarement, préférant nos portables, mais il était là pour les proches âgés qui laissaient encore parfois un message. Cette lumière rouge qui clignotait me donnait l'impression d'une menace. J'ai lancé l'écoute, la main tremblante. « Allô, ma chère Sheila ?» La voix de ma belle-mère a envahi la pièce, sucrée en apparence mais avec une pointe de menace à peine voilée. « J'espère que mon petit cadeau t'a plu. Juste pour te rappeler que je peux t'atteindre quand je veux. La police ne fera rien pour toi. Personne ne te croira face à une pauvre mère atteinte d'un cancer. Laisse tomber, sinon ça ira plus loin. » Le message s'est arrêté sur un déclic sec, me laissant seule dans un silence pesant. Lorsque l'agent Parker est arrivé, je lui ai fait écouter le message. Il a blêmi et a tout de suite appelé la police scientifique pour relever des empreintes et chercher le moindre indice. Cette fois, il a pris la menace très au sérieux, surtout après ce que Cynthia venait de leur révéler au sujet de la voiture. « On va augmenter les rondes dans votre rue », m'a-t-il assuré, le visage fermé. « Et je pense qu'il vaudrait mieux que vous alliez loger ailleurs quelques jours, le temps qu'on en sache plus. » J'ai contacté Justine et Anna, qui sont venues aussitôt.
Justine a changé les serrures pendant qu'Anna m'aidait à préparer quelques affaires. Sa douceur m'apaisait alors qu'elle pliait mes vêtements et les rangeait méthodiquement dans mon sac. J'ai décidé de m'installer chez eux pour un temps. Cette nuit-là, blottie dans leur canapé lit, mon sommeil a été inexistant. Les bruits de l'immeuble, l'ascenseur qui soupirait, les pas des voisins, les tuyaux qui cognaient dans les murs, me réveillaient sans cesse. Les paroles de ma belle-mère tournaient en boucle dans ma tête. Personne ne me croirait face à une mère malade et endeuillée. Avait-elle raison? Était-ce un combat perdu d'avance? Le doute s'insinuait, insidieux, brouillant peu à peu ma détermination. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de William, mon avocat. Sa voix, tendue, avait perdu toute sa confiance habituelle. « Sheila, nous avons un souci. Ta belle-mère vient de déposer une requête pour contester l'héritage. Elle assure que Michael lui avait confié vouloir divorcer et qu'il envisageait de modifier son testament. Je me suis sentie mal. Un nœud s'est formé dans mon ventre. Je protestais. C'est faux. Nous étions heureux. Ma voix se brisa à la fin. Nous l'avions vraiment été. Pas parfait, mais sincèrement heureux ensemble. » William m'adressa un sourire rassurant. « Je te crois. Mais il va falloir se préparer à un bras de fer juridique. Tu peux passer à mon cabinet cet après-midi ?» J'ai passé 3 heures avec lui à tout reprendre dans le moindre détail, à revenir sur chaque aspect de ma relation avec Michael et sa mère. William semblait confiant sur nos chances de réfuter ses accusations, mais il m'a prévenu. Ce serait long et coûteux. Je n'étais pas certaine de pouvoir assumer de telles dépenses, surtout avec les factures de l'hospitalisation de Michael qui s'accumulaient. En quittant son bureau, je sentais ce poids sur mes épaules, et le soleil de l'après-midi n'arrivait pas à dissiper le froid qui m'envahissait. En rentrant chez Justin et Anna, je les ai trouvés inquiets, à m'attendre. Anna avait les yeux rougis, Justin faisait les 100 pas dans le petit salon. « Maman a appelé », déclara Anna en tournant nerveusement son alliance. « Elle raconte partout que tu trompais Michael, et que c'est pour ça qu'il était bouleversé le jour de sa mort. J'ai cru que je devenais folle en entendant ça. L'accusation m'a frappée de plein fouet. « C'est insensé, je ne l'ai jamais trompé », ai-je lancé, la voix vibrante d'indignation. Justin a hoché la tête, passant une main dans ses cheveux. « On le sait, t'inquiète pas. » Mais elle réussit à embobiner certaines personnes. Oncle Kevin m'a même appelé pour me demander si c'était vrai. Les jours qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Ma belle-mère s'est lancée dans une campagne de calomnie, appelant tout le monde avec des histoires absurdes sur moi. Certains la croyaient. Une femme qui me souriait d'habitude au supermarché m'a fusillé du regard au rayon fruits et légumes. Quelqu'un a laissé un mot injurieux sur ma voiture, m'accusant d'infidélité, griffonné en lettres rouges avec une rage évidente, coincé sous l'essuie-glace comme une dénonciation. Pendant ce temps, l'enquête de police piétinait. L'agent Parker m'a expliqué qu'ils avaient interrogé ma belle-mère au sujet de l'emprunt de la voiture de Cynthia. Mais elle a maintenu qu'elle n'y était allée que pour aller à la pharmacie. Les policiers n'avaient aucune preuve pour l'infirmer. Les images des caméras de circulation étaient des flous, et même si on distinguait bien une Corolla grise, impossible d'identifier le visage du conducteur. Je commençais à désespérer quand j'ai reçu un appel inattendu d'Elijah, le meilleur ami de Michael. Depuis les funérailles, nous n'avions presque pas échangé, tous les deux submergés par la tristesse. « Sheila, il faut qu'on parle. En personne. C'est au sujet de Michael. » Sa voix était basse, presque un chuchotement pressé. On s'est retrouvés dans un café du centre-ville. Elijah avait l'air tendu, jetant des coups d'œil anxieux autour de lui. Il avait maigri, les traits tirés, des cernes creusées avec ses yeux. Il a commandé un café noir mais n'y a pas touché, se contentant de serrer la tasse entre ses mains. « Michael m'a appelé le jour de sa mort », a-t-il confié d'une voix éteinte, penché au-dessus de la table. Il était vraiment mal. Il m'a dit que sa mère lui avait assuré qu'elle détenait la preuve que tu comptais le quitter. Il ne la croyait pas, mais elle insistait, disait qu'elle avait des mails ou quelque chose comme ça. Cette révélation m'a coupé le souffle et donné la nausée. C'est complètement faux, ai-je soufflé, consciente des clients autour de nous. Elijah a hoché la tête, sincère. Je sais, je le lui ai dit, mais elle a réussi à le persuader de la rencontrer pour lui montrer ses soi-disant preuves. Il voulait la confronter à ses mensonges. Cela recoupait l'email que j'avais trouvé. Ma belle-mère avait piégé Michael en lui mentant sur mon compte pour l'attirer à ce rendez-vous. Le puzzle commençait à prendre forme, et l'image était plus inquiétante que tout ce que j'avais pu imaginer. « Il y a autre chose », a murmuré Elijah, baissant encore d'un ton. Depuis des mois, Michael enregistrait ses conversations avec sa mère. Il voulait réunir assez de preuves pour demander une ordonnance d'éloignement contre elle. Il m'a dit qu'il avait des enregistrements où elle te menaçait, disait des choses insensées, tout ça sur une clé USB. Mon cœur s'est emballé. L'espoir renaissait après tant de jours de désespoir. « Tu sais où elle est ?» Elijah a secoué la tête. Désolé. Il la planquait dans son pick-up, dans un compartiment caché sous le siège. Le pick-up qui était désormais à la fourrière, endommagé après l'accident. J'ai remercié Elijah puis j'ai appelé l'agent Parker sur le champ. Je lui ai parlé de la clé USB, le suppliant d'aller vérifier dans le véhicule. Mes paroles se sont précipitées, ma voix tremblante de tension. Contre toute attente, il a accepté. Je vais voir tout de suite. Rejoignez-moi au commissariat dans 1 heure. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente, jetant un œil à ma montre toutes les 2 minutes. Les murs beiges, les chaises en plastique inconfortables, rien n'apaisait mes nerfs. Enfin, l'agent Parker est revenu, tenant un petit sachet plastique pour preuve. À l'intérieur, une clé USB noire. « Je l'ai trouvée exactement où vous l'aviez dit », m'a-t-il annoncé, le visage fermé. « Nous devons examiner le contenu dans le cadre de l'enquête. » J'ai accepté, pleine d'espoir. « Bien sûr, je peux écouter aussi. » Il a hésité, puis a acquiescé.
Nous nous sommes installés dans un petit bureau, juste assez pour un ordinateur et 2 chaises. L'agent Parker a branché la clé et lancé le premier fichier audio. La voix de Michael a résonné dans les haut-parleurs et les larmes me sont montées aux yeux. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu parler. « Maman, il faut que tu arrêtes. Sheila est ma femme, maintenant. Elle ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. » La voix de ma belle-mère était stridente, méconnaissable tant elle débordait d'émotions. « Elle se sert de toi, je l'ai vu lorgner d'autres hommes. Ce n'est pas vrai, tu le sais très bien. Il faut que ça s'arrête. » Michael avait une voix ferme mais lasse, comme s'ils avaient eu cette conversation une centaine de fois. « Si tu restes avec elle, tu le regretteras. Je m'en chargerai. » Il y avait des dizaines d'enregistrements comme celui-là. Parfois, elle suppliait en larmes, parfois elle hurlait et menaçait. Les dates remontaient à plusieurs mois, révélant l'ampleur de la situation. Mais le plus accablant restait le dernier, capté 2 jours avant la mort de Michael. « Maman, je ne viendrai pas demain. J'en peux plus de tes manigances. » Michael, exaspéré, n'avait plus la moindre patience. « Tu viendras si tu tiens vraiment à la sécurité de ta précieuse Sheila. » Sa voix, à elle, s'était faite froide et menaçante, ce qui ne lui ressemblait pas. « Tu oses menacer ma femme ?» La colère avait remplacé la lassitude dans la voix de Michael. Je dis simplement que, parfois, des accidents arrivent, Michael. De terribles accidents. Si tu refuses de la quitter, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. La menace planait, glaciale. L'agent Parker a mis fin à l'enregistrement. Son visage fermé n'exprimait plus le moindre doute. Il était passé du scepticisme à la certitude. « Ça change tout. Je vais demander un mandat d'arrêt pour votre belle-mère. » Un immense soulagement m'a envahi. Enfin, Michael allait obtenir justice. Il n'y avait plus aucun doute. La preuve était irréfutable. Elle allait payer pour ses actes. Mais ce sentiment de répit n'a duré qu'un instant. Quand la police s'est présentée chez ma belle-mère pour l'arrêter, elle avait déjà disparu. Sa voisine, Cynthia, a expliqué qu'elle était partie tôt le matin, une valise à la main, prétendant rendre visite à sa sœur en Floride. La maison, en désordre total, avec des tiroirs ouverts et des vêtements éparpillés, montrait qu'elle avait fui dans la précipitation. La police a aussitôt lancé un avis de recherche, mais j'étais morte de peur. Elle rôdait quelque part, peut-être en train de préparer sa prochaine attaque contre moi. L'idée de la savoir en cavale, désespérée et animée par la haine, me rendait incroyablement vulnérable. Malgré les supplications de Justin et Anna, je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'avais besoin de retrouver mon cocon, entouré des souvenirs de Michael. J'ai vérifié 2 fois chaque serrure, chaque fenêtre avant de me glisser dans mon lit. Le moindre craquement, le plus léger gémissement de la maison me faisait sursauter, mais la fatigue l'a finalement emporté, et je me suis endormie d'un sommeil agité. À 3 heures du matin, un bruit de verre brisé m'a réveillée en sursaut. Quelqu'un s'était introduit chez moi. L'effroi m'a tiré du sommeil. L'adrénaline a aussitôt envahi tout mon corps. J'ai saisi mon téléphone, me suis enfermée dans la salle de bain, et les mains tremblantes, j'ai appelé le 17. « Quelqu'un essaie de rentrer chez moi !» ai-je murmuré à l'opératrice, recroquevillée dans la baignoire. « Je crois que c'est ma belle-mère. Elle m'a déjà menacée de mort. » L'opératrice m'a ordonné de rester bien cachée. Les policiers étaient en route. Assise au sol, j'ai saisi une paire de ciseaux trouvés dans un tiroir, le métal gelé ne m'apportant aucun réconfort face à la terreur qui m'envahissait. J'entendais des pas approcher, s'enfonçant dans la maison, jusqu'à la salle de bain. Les lattes grinçaient juste derrière la porte. Puis une voix s'est élevée. « Je sais que tu es là, Sheila. Viens donc m'affronter. » Sa voix avait quelque chose d'étrangement calme, presque chantant. C'était elle, ma belle-mère. Je me suis tue, priant de toutes mes forces pour que la police arrive à temps. Je respirais à peine, tentant de ne faire aucun bruit. « Tu m'as enlevé mon fils. » a-t-elle repris, sa voix se faisant plus dure. « Tu l'as retourné contre sa mère, et maintenant tu veux me faire porter le chapeau pour sa mort ?» J'ai senti la poignée de la salle de bain s'agiter. Elle cherchait à entrer. Elle la secouait de plus en plus fort, et j'entendais sa respiration lourde de l'autre côté. « La police arrive !» ai-je crié, essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais réellement. Elle a éclaté de rire, un rire sec et déséquilibré qui m'a glacé le sang. Quand ils seront là, il sera trop tard. Tout comme il était trop tard pour Michael quand je l'ai forcé à sortir de la route. J'ai eu un haut le cœur. Elle venait d'avouer. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone, priant pour que sa confession soit captée. Mes doigts tremblaient, en cherchant le bouton. Je suppliais intérieurement que ça fonctionne. « Pourquoi ?» ai-je lancé d'une voix forte. « Pourquoi avoir tué votre propre fils ? Je ne voulais pas le tuer. » a-t-elle hurlé, la voix déchirée par l'émotion. Je voulais juste lui faire peur, lui montrer qu'il faisait une erreur avec toi. Mais il est allé trop loin, il a trop braqué. C'est à cause de toi, en réalité. S'il ne t'avait pas épousé, il serait encore vivant. La poignée tournait à présent. Elle avait trouvé comment ouvrir la porte. Je me suis reculée contre la douche, ciseaux levés, le cœur prêt à exploser. La porte a volé en éclats, et elle était là, ma belle-mère, le regard fou, les cheveux en bataille. Dans sa main brillait la lame d'un couteau de cuisine. « Ça aurait dû être toi », a-t-elle soufflé, le visage déformé par la haine. « C'est toi qui aurais dû mourir à la place de mon Michael. » Elle s'est jetée sur moi, juste au moment où les sirènes retentissèrent dehors. J'ai eu le réflexe de me décaler. Elle a trébuché et s'est cognée la tête contre le rebord de la baignoire. Le couteau a glissé sur le carrelage, s'arrêtant quelques centimètres plus loin. Du sang a perlé sur son front. La police a surgi une poignée de secondes plus tard, me découvrant debout, haletante, téléphone toujours en train d'enregistrer, près de ma belle-mère inconsciente. Les lampes des agents ont balayé la pièce.
l'inondant d'une lumière crue. La suite n'a été qu'un tourbillon de dépositions et d'interrogatoires. Ma belle-mère a été emmenée à l'hôpital, sous surveillance policière. Mon enregistrement a été ajouté au dossier comme preuve. Enroulée dans une couverture au salon, je répondais inlassablement aux mêmes questions à mesure que les policiers se relayaient. Lorsque j'ai enfin pu rentrer chez moi le lendemain, épuisée mais soulagée, Anna et Justin m'attendaient. Ils étaient venus dès qu'ils avaient appris ce qui s'était passé. Anna m'a serré très fort. Justin m'a tapé l'épaule, le regard inquiet. « C'est fini », leur ai-je soufflé en m'affalant sur le canapé. « Ils la poursuivent-tu pour le meurtre de Michael ?» Anna s'est installée à côté de moi et a pris ma main dans la sienne. Si chaude, si rassurante. « Il faut que tu saches quelque chose, Sheila, à propos du cancer de maman. » Je l'ai regardée, interloquée. « Quoi ?» Justine s'est avancée, l'air grave. Elle n'a jamais eu de cancer. Elle a menti toutes ces années pour manipuler Michael, pour le garder près d'elle. Je n'en revenais pas. Le cancer, c'était la raison pour laquelle Michael continuait à voir sa mère malgré tout. C'était cette culpabilité qu'elle exploitait systématiquement dès qu'il osait lui fixer des limites. Tous ses rendez-vous médicaux, les traitements qu'il avait financés, tout cela n'était qu'une immense supercherie. Depuis combien de temps le saviez-vous ? Leur ai-je lancé, sentant la colère monter de nouveau en moi. Anna a baissé les yeux, l'air honteux. « On s'en doutait depuis un moment », a-t-elle avoué. Mais on en a eu la certitude que récemment. On a retrouvé ses dossiers médicaux en rangeant sa maison après sa fuite. Il n'y a nulle part la moindre trace d'un diagnostic de cancer. Un curieux mélange de rage et de soulagement m'a envahi. J'en voulais à cette femme de nous avoir manipulés aussi longtemps. Mais au moins, Michael n'avait pas laissé tomber sa mère alors qu'elle aurait pu être vraiment malade. Tout prenait un autre sens. Chaque déplacement de Michael pour l'aider, l'argent qu'il lui avait donné pour ses soi-disant traitements, la culpabilité qu'il avait rongée dès qu'il tentait de s'éloigner. Le lendemain, William m'a appelé au sujet de l'affaire de succession. Votre belle-mère a retiré sa demande. Avec les poursuites pénales qui pèsent sur elle, son avocat lui a conseillé de laisser tomber, m'a-t-il annoncé, un brin de satisfaction perçant dans sa voix, qui faisait écho à la mienne. Un à un, les dangers qu'elle représentait s'effaçaient. La police détenait des preuves solides contre elle. L'héritage était à l'abri, et sa tentative de me discréditer s'était retournée contre elle dès que les gens avaient appris qu'elle était inculpée pour le meurtre de Michael. Ceux qui l'avaient cru se confondaient maintenant en excuses, leurs messages saturant ma messagerie. Pourtant, un grand vide subsistait en moi. Rien de tout ça ne ramènerait Michael. Cette victoire avait un goût amer. Elle était bien moins douce sans lui pour la partager. La maison semblait figée, trop calme, sans son rire pour la remplir de vie. Le week-end suivant, je me suis rendue sur sa tombe avec ses marguerites jaunes préférées, de quoi égayer le cimetière plongé dans la grisaille. Assise là, à lui raconter ce qui s'était passé, une étrange sérénité m'a gagnée. Une brise légère a fait frissonner les feuilles du vieux chêne au-dessus de moi, comme une réponse discrète. Je l'ai eu, Michael, ai-je murmuré en effleurant les lettres de son nom gravées dans la pierre. Elle ne pourra plus jamais nuire à personne. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de l'agent Parker. Madame Walsh, je voulais vous prévenir. Votre belle-mère va être transférée à la prison du comté demain matin. Sa demande de remise en liberté sous caution a été refusée. Sa voix, professionnelle mais compatissante, m'a réconfortée. Je l'ai remerciée. Un chapitre de ce cauchemar s'achevait enfin, même si je savais que tout n'était pas fini. Il restait le procès. Il faudrait témoigner, tout revivre encore une fois. Rien qu'à cette idée, je me sentais déjà épuisée, mais j'étais prête à aller jusqu'au bout. Pour l'instant, j'avais tenu ma promesse. Faire en sorte que ma belle-mère paie pour ce qu'elle avait fait à Michael, quoi qu'il m'en coûte. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi d'un sommeil paisible. Pour la première fois depuis la disparition de Michael. Je l'ai rêvé au bord du lac, pêchant et me souriant, délivré de l'emprise toxique de sa mère. Le soleil scintillait sur l'eau et son rire résonnait à la surface. Au réveil, j'avais les joues baignées de larmes, mais le cœur un peu plus léger. Le lendemain, j'ai découvert plusieurs appels manqués de Justin. Je l'ai rappelé aussitôt, l'estomac noué d'inquiétude pendant que ça sonnait. « Sheila, il faut que tu allumes la télé », m'a-t-il dit, la voix précipitée. J'ai allumé l'écran et vu le flash info. Il y avait eu un incident lors du transfert de ma belle-mère à la prison du comté. Au moment de l'admission, elle avait réussi à s'emparer de l'arme d'un agent, profitant de la confusion, et une lutte avait éclaté avec plusieurs policiers. Un coup de feu est parti. Le journaliste, d'un ton grave, commentait les images diffusées à l'écran. Ma belle-mère était morte. Je suis restée figée, sidérée, regardant les reporters postés devant l'hôpital, interrogeant des témoins, montrant des ambulances et des voitures de police. Le chaos de la scène tranchait étrangement avec le calme qui m'envahissait. Je ne savais même plus ce que je devais ressentir. D'un côté, j'étais soulagée que tout soit vraiment fini. Plus de procès, plus la crainte qu'elle ressorte un jour et vienne me retrouver. De l'autre, je me sentais presque frustrée de ne pas la voir répondre de ses actes devant la justice. J'aurais voulu qu'elle assume ce qu'elle avait fait, qu'elle l'avoue devant le tribunal, qu'elle paie pour avoir arraché Michael à ma vie. Plus tard dans la journée, Justin et Anna sont venus me voir. Nous sommes restés dans le salon, tentant de digérer tout ce qui s'était passé, le soleil de l'après-midi dessinant de longues ombres sur le parquet. « Tu crois qu'elle l'a fait exprès ?» a soufflé Anna, la voix tremblante. « Pour éviter la prison ?» Ses yeux rougis trahissaient son trouble. J'ai haussé les épaules, fixant ma tasse de thé. Peut-être. Ou alors elle ne supportait pas que tout le monde découvre la vérité sur elle. Son image de mère parfaite,
C'était tout ce qui lui restait. Nous avons passé la soirée à évoquer nos souvenirs de Michael, les bons moments d'avant que l'obsession de sa mère ne vienne tout gâcher. Pour la première fois, nous avons réussi à rire ensemble. Un vrai rire, sincère. On se rappelait ses blagues pourries, sa passion pour les documentaires improbables et sa façon de toujours rater ses tartines, même devant le grille-pain. Ces souvenirs, doux amers, nous aidaient à avancer. Au moment de partir, Justin m'a tendu une petite boîte. On a trouvé ça dans le bureau de Michael au travail. C'est pour toi. La boîte était usée, comme si Michael l'avait souvent gardée sur lui. À l'intérieur, une lettre et une petite pochette en velours. J'ai ouvert la lettre, la main tremblante, reconnaissant aussitôt l'écriture soignée de Michael. « Ma chère Sheila », commençait-il. « Si tu lis ces lignes, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Je suis inquiet par le comportement de ma mère ces derniers temps. Elle devient de plus en plus instable, obsédée par l'idée de nous séparer. J'ai décidé de couper tout contact avec elle, cancer ou pas. Mais avant, je veux être sûre que tu restes protégée. Dans cette pochette, il y a la clé d'un coffre à la banque. Tu y trouveras des documents détaillant tout ce que ma mère a fait au fil des ans. Menaces, harcèlement, même des fraudes financières. J'ai rassemblé des preuves depuis des mois. Certains si besoin. Je t'aime plus que tout. Pour toujours, Michael. Les larmes coulaient sur mes joues, pendant que je vidais la pochette et qu'une petite clé tombait dans ma main. Michael savait. Il avait tout fait pour me protéger. Même après sa mort, il continuait de veiller sur moi. J'ai serré la clé contre mon cœur, me sentant plus proche de lui que je ne l'avais été depuis l'accident. Le lendemain, je me suis rendue à la banque pour ouvrir le coffre. Comme Michael me l'avait annoncé, il débordait de papiers. Des photos de biens abîmés, soigneusement datés et horodatés, des emails imprimés contenant des menaces, des relevés bancaires prouvant que sa mère avait détourné son fonds d'études il y a des années, et une clé USB sur laquelle était écrit « Sauvegarde ». J'ai apporté l'ensemble à l'inspecteur Parker. Je sais qu'elle n'est plus là, mais je veux que tout soit officiellement enregistré. Je veux que la vérité sur elle éclate. J'ai déposé la boîte sur son bureau, dernière preuve contre une femme que la justice n'atteindrait jamais. Il m'a regardé en acquiesçant, acceptant les documents. Avec tout ça, notre dossier aurait été solide comme du béton. Votre mari était d'une précision remarquable. On sentait le respect dans sa voix lorsqu'il parcourait les dossiers parfaitement ordonnés. Il me protégeait, ai-je murmuré, même sans savoir exactement ce qui nous attendait. Peu à peu, au fil des semaines, j'ai commencé à reprendre pied. J'ai repris le travail, retrouvant un certain apaisement dans la routine. J'ai revu des amis, m'autorisant enfin à savourer leur présence sans me sentir coupable. J'ai trié les affaires de Michael, en offrant certaines et en conservant d'autres. Chaque objet était chargé de souvenirs, certains me faisaient en sourire, d'autres me montèrent les larmes aux yeux. Mais ce tri était salvateur, un passage obligé pour avancer. Justine et Anna sont restés très présents, prenant régulièrement de mes nouvelles. Les collègues de Michael m'ont invité à leur sortie, s'assurant que je fasse toujours partie du groupe. Petit à petit, une nouvelle normalité s'est installée. Un soir, en triant de vieilles photos pour confectionner un album souvenir, je suis tombée sur un cliché totalement inconnu. Michael adolescent, un bras passé autour d'une jolie fille brune. Tous deux rayonnèrent d'insouciance et de bonheur. J'ai retourné la photo. Au dos, Michael avait écrit « Lorraine et moi, bal de fin d'année. Maman a détruit les négatifs mais a oublié celle-ci. » J'ai alors réalisé depuis combien de temps sa mère nourrissait cette obsession, combien de relations elle avait dû saboter avant même que je n'entre dans sa vie, combien Michael s'était battu contre son emprise toute son existence. Cette photo était une fenêtre sur un schéma bien antérieur à notre rencontre, mais il m'avait choisi, moi. Malgré tout, il était resté à mes côtés et, à la fin, il avait fait en sorte que je puisse me défendre. Le lendemain, je suis retournée sur sa tombe. J'ai glissé la photo du bal contre la stèle, l'alourdissant avec un petit caillou pour éviter qu'elle ne s'envole. J'ai retrouvé ça, lui ai-je soufflé, mes mots s'envolant dans le vent. J'aurais voulu en savoir plus sur ce que tu as vécu, mais je veux que tu saches qu'elle ne pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit et que je vais m'en sortir. En repartant, je me sentais plus légère, étrangement apaisée. Le poids de la colère et de la vengeance s'était dissipé, remplacé par une volonté calme. Vivre la vie que Michael aurait voulu pour moi, une vie libérée de l'ombre de sa mère. Je croyais que tout était enfin terminé. Honnêtement, qu'est-ce qui aurait encore pu m'arriver? Ma belle-mère était morte. Michael n'était plus là. Le cauchemar devait être fini. Pourtant, la vie réserve toujours des surprises, surtout quand on s'y attend le moins. 3 semaines environ après la mort de ma belle-mère, j'ai reçu un appel étrange d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, persuadée qu'il s'agissait encore d'une pub pour une extension de garantie voiture ou d'une arnaque. Mais une intuition m'a poussée à décrocher. « Allô? Est-ce que j'ai bien Sheila Walsh ?» La voix féminine à l'autre bout du fil hésitait, un peu nerveuse. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» Aussitôt sur mes gardes, je n'avais aucune envie de revivre le passé. « Je m'appelle Piper Donson. Je sais que c'est soudain, mais il faut qu'on parle. C'est à propos de Diane Reynolds. Mon sang n'a fait qu'un tour. Diane Reynolds, ma belle-mère. Je n'avais pas entendu son nom en entier depuis des semaines. Tout le monde parlait d'elle en disant simplement « la mère » ou « la suspecte ». « Qu'est-ce qu'il y a à son sujet ?» ai-je demandé, tâchant de masquer mon trouble. J'étais sa colocataire à la fac. On était restés en contact toutes ces années. Avant de mourir, elle m'a envoyé un colis, me demandant de te le transmettre si jamais il lui arrivait quelque chose. J'ai failli laisser tomber le combiné. Un colis? De ma belle-mère? Encore une histoire tordue. J'ai bien failli dire à cette Piper de tout jeter. Mais la curiosité a fini par l'emporter. On a convenu de se retrouver dans un café du centre-ville le lendemain.
J'en ai parlé à Justin, par précaution. Il a proposé de m'accompagner, mais j'ai senti que c'était une démarche que je devais faire seule. Je lui ai tout de même promis de garder mon portable allumé et de l'appeler immédiatement au moindre souci. Quand je suis arrivée au café, il y avait foule, ce qui m'a rassurée. Beaucoup de témoins, au cas où. J'ai commandé un latte et me suis installée près de la fenêtre, surveillant l'entrée. Piper n'est pas passée inaperçue en entrant. Grande, mince, les cheveux châtains striés de gris, tirés en queue de cheval impeccable. Rien à voir avec ma belle-mère, ce qui m'a soulagée. Je crois que j'aurais été incapable de parler à quelqu'un qui ressemblait à Diane. « Sheila ?» m'a-t-elle demandé en s'approchant timidement de ma table. J'ai acquiescé et elle s'est installée en face de moi, déposant un petit paquet enveloppé de papier craft entre nous. Il avait l'air anodin, à peine plus gros qu'un livre de poche. « Je suis vraiment désolée pour tout », a dit Piper, triturant nerveusement sa tasse. Je n'imaginais pas une seconde de quoi Diane était capable. Personne ne s'en doutait. J'ai encore hoché la tête. Qu'aurais-je pu répondre? Merci de réaliser que ma belle-mère était dangereuse. 20 ans trop tard. Elle n'a pas toujours été ainsi, a repris Piper, mal à l'aise devant mon silence. À la fac, elle était intense, possessive avec ses proches, mais rien à voir avec la personne qu'elle est devenue par la suite. Tu l'as vue pour la dernière fois quand? Ai-je demandé, sans toucher au paquet. Il y a environ 5 ans. Après la mort de son mari, elle a complètement changé. Elle est devenue obsédée par Michael. J'ai essayé de lui conseiller une thérapie, mais elle m'a rayé de sa vie pendant des mois. Piper poussa un soupir, véritablement peiné. Et quand elle a repris contact, je pensais vraiment qu'elle allait mieux. Elle évoquait la nouvelle petite amie de Michael, c'est-à-dire moi, et semblait l'accepter. J'ai laissé échapper un rire bref, un peu amer. Oui, mais ça n'a pas duré. Piper eut au moins la délicatesse d'avoir l'air gênée. Je m'en rends compte aujourd'hui. Elle savait parfaitement dissimuler ses émotions quand elle en avait envie. Je finis par désigner le paquet du doigt. Et ça, c'est quoi? Je n'en sais rien. Elle me l'a envoyé environ une semaine avant que tout ça n'arrive. Elle m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais te le donner. À toi. Seulement à toi. Piper me le poussa. Je ne l'ai pas ouvert. Je suis restée longtemps à fixer le paquet. Une partie de moi avait envie de le laisser là, de partir et de ne jamais revenir. Mais je savais aussi que je ne pourrais jamais tourner la page sans savoir ce qu'il contenait. Je l'ai pris en main. Il était étonnamment léger. Aucun bruit suspect. C'était déjà rassurant. J'ai soigneusement retiré le papier craft pour découvrir un petit carnet relié en cuir et une enveloppe à mon nom. Est-ce que ça te dérange si J'ai esquissé un geste, réclamant un peu d'intimité. Bien sûr, Piper s'est levée. Je vais te laisser mon numéro si jamais tu as besoin, mais je pense que mon rôle s'arrête là. Elle a griffonné son numéro sur une serviette et l'a laissé sur la table. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolée pour ta perte. Après son départ, je suis restée longtemps là, à contempler le carnet et l'enveloppe. J'ai fini par ouvrir l'enveloppe d'abord. À l'intérieur, une seule page, écrite par la main de ma belle-mère. Sheila, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'ai jamais voulu appeler Michael. Je voulais simplement lui faire peur, le raisonner. Mais je l'ai fait, et je ne peux pas vivre avec ça. Ce carnet raconte tout, pas pour m'excuser, mais pour expliquer. Michael méritait mieux qu'une mère comme moi, et peut-être que toi aussi tu méritais mieux comme belle-mère. Diane. Mes mains tremblaient quand j'ai terminé la lettre. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais elle reconnaissait sa faute, et d'une certaine manière, ça comptait. J'ai ouvert le carnet sans trop savoir à quoi m'attendre. La première entrée remontait à plus de 30 ans, à l'époque où Michael n'était qu'un bébé. Thomas a encore pris Michael dans ses bras aujourd'hui. Il regarde ce bébé avec plus d'amour qu'il ne m'en a montré depuis des années. Je déteste ce que ça me fait ressentir. J'ai lu page après page, chaque confession plus dérangeante que la précédente. Ma belle-mère avait été jalouse de tous ceux qui s'approchèrent de son fils. D'abord son mari, puis les amis de Michael, plus tard ses petites amies. Le carnet détaillait des années de manipulation, de sabotage et d'obsession. Elle y racontait comment elle avait éloigné Lorraine, la petite amie du lycée, comment elle avait appelé le colocataire de Michael à la fac en se faisant passer pour l'administration afin de le pousser à changer de chambre, comment elle avait simulé un cancer la première fois quand Michael avait 22 ans et projetait de partir loin. Les pages récentes parlèrent de moi, de toutes ses tentatives pour nous séparer avant le mariage, de son idée de simuler une urgence médicale pendant notre lune de miel pour faire revenir Michael plus tôt, puis, sur les dernières pages, sa colère à l'annonce de la fête d'anniversaire, son plan pour monter de fausses preuves d'infidélité, et enfin, le récit de l'accident. Je voulais juste lui faire peur, l'obliger à s'arrêter pour qu'on puisse discuter, mais il a tourné trop brusquement. Le camion s'est renversé, j'ai tout vu et je suis repartie. J'ai appelé mon bébé. Mon Michael est parti et c'est ma faute. J'ai refermé le carnet, écœurée. Je suis restée là, au café, entourée de gens qui menaient leur vie comme si de rien n'était, essayant d'assimiler ce que je venais de découvrir. Ma belle-mère était perturbée depuis des décennies. Michael n'avait jamais eu la moindre chance d'avoir une relation normale avec elle. J'ai rapporté le carnet à la maison et je l'ai montré à Dustin et Anna ce soir-là. Ils l'ont lu en silence, poussant parfois des exclamations choquées ou essuyant des larmes. Je n'imaginais pas que ça remontait aussi loin, a dit Anna une fois le carnet refermé. Je savais que maman était possessive avec Michael.
Mais là, c'est un autre niveau. Justin semblait complètement abasourdi. Toutes ces fois où elle s'est mêlée de nos vies, je croyais qu'elle était juste un peu envahissante. Je n'avais jamais compris à quel point tout était calculé. J'ai décidé de remettre le carnet à l'inspecteur Parker le lendemain. Ce n'était pas une nouvelle preuve. L'affaire était close depuis la mort de ma belle-mère. Mais je tenais à ce que tout soit consigné, que la vérité soit connue. Parker m'a remercié et promis de l'ajouter au dossier. Ce genre d'obsession est rare, mais pas inédit, m'a-t-il expliqué. Certains parents tissent des liens malsains avec leurs enfants. Ça ne finit pas toujours aussi tragiquement. Dans les semaines suivantes, j'ai recommencé à fouiller dans les affaires de Michael. Mais cette fois, à la recherche de traces, de moments où l'emprise de sa mère avait modelé sa vie sans que je ne m'en rende compte. J'ai retrouvé une lettre d'une université californienne lui proposant une bourse complète. Il ne m'avait jamais parlé d'avoir postulé là-bas. Il y avait aussi l'impression d'un vieux mail d'un recruteur new-yorkais pour un poste taillé sur mesure pour lui. Des petits cailloux sur le chemin d'une vie qu'il aurait pu avoir s'il avait pu échapper à sa mère. J'ai eu le cœur serré en pensant à toutes les occasions qu'il avait manquées à cause d'elle. Mais cela m'a aussi fait prendre la mesure de la force qu'il avait dû trouver pour m'épouser, pour me choisir, lui, sachant comment sa mère réagirait. Un jour, 2 mois après avoir reçu le carnet, je faisais du tri dans le bureau de Michael lorsque j'ai mis la main sur une petite boîte en velours, cachée au fond d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait un superbe collier en saphir et un mot. Pour Sheila, joyeux premier anniversaire. Notre anniversaire aurait eu lieu dans 3 semaines. Il avait déjà prévu mon cadeau. Je me suis assise par terre, dans notre bureau, et j'ai pleuré pendant ce qui m'a paru des heures, le collier serré dans la main. Quand j'ai enfin réussi à me reprendre, j'ai passé le collier autour de mon cou. Il semblait avoir toujours été là, comme une promesse tenue. Je me suis regardée dans le miroir et, pour la première fois depuis des mois, j'ai souri à travers mes larmes. Ce week-end-là, j'ai réuni Justin, Anna et quelques-uns des amis les plus proches de Michael autour d'un dîner tout simple, sans chichi. Des pizzas, de la bière, rien de plus. Installés les uns autour des autres à évoquer des souvenirs de Michael, à rire de ses blagues douteuses et de ses moments embarrassants, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. C'est ainsi que Michael devait être célébré, me suis-je dit, non pas comme une victime des obsessions de sa mère, mais comme l'homme généreux, drôle et aimant qu'il avait été. Celui qui s'était battu toute sa vie pour rester fidèle à lui-même, envers et contre tout. J'ai réfléchi, ai-je lancé alors que la soirée touchait à sa fin. Michael a toujours rêvé d'aller à Yellowstone. On repoussait toujours, persuadé qu'on finirait bien par y aller un jour. Justin a approuvé d'un signe de tête en buvant une gorgée de bière. Il nous en parlait sans arrêt quand on était gamin. Mais maman trouvait toujours une excuse pour nous en empêcher. J'irai, ai-je annoncé, le mois prochain. J'irai disperser une partie de ses cendres là-bas. Je n'avais pas prévu de dire ça, c'est sorti tout seul, mais aussitôt prononcé, ces paroles m'ont paru évidentes. « On peut venir ?» a demandé Anna, les yeux embués de larmes qu'elle tentait de retenir. « Bien sûr », ai-je répondu en lui prenant la main. Il aurait adoré. Alors on l'a fait. Tous les 3, direction le Wyoming. On a loué une voiture et pris la route jusqu'à Yellowstone, emportant avec nous une petite urne contenant un peu des cendres de Michael. On a marché jusqu'à un endroit splendide, dominant une vallée, juste au moment où le soleil se couchait. J'ai ouvert l'urne et laissé les cendres s'envoler au vent. « Adieu, Michael », ai-je soufflé. « Je t'aime. » Sur le chemin du retour vers la voiture, j'ai senti une paix m'envahir, une sérénité à laquelle je ne m'attendais pas. Michael était enfin libre, libre de la mainmise de sa mère, libre des entraves qui l'avaient empêché de vivre comme il l'aurait voulu. Et moi aussi, d'une certaine manière. De retour chez moi, j'ai pris une décision. J'ai mis la maison en vente. Il y avait trop de souvenirs là-bas, des beaux comme des douloureux. J'avais besoin de tourner la page. J'ai trouvé un petit appartement, plus près de mon travail. Rien d'exceptionnel, mais c'était le mien. Un lieu sans fantôme, sans l'ombre étouffante de ma belle-mère. Je suis restée proche de Justin et Anna. Ils sont devenus comme le frère et la sœur que je n'ai jamais eus. On se retrouvait régulièrement autour d'un dîner, et ils m'ont aidé à prendre mes marques dans mon nouveau chez-moi. Voilà maintenant 1 an que Michael est parti. Il me manque chaque jour. Je porte toujours le collier en saphir qu'il n'a jamais eu le temps de m'offrir. Mais la douleur vive s'est muée en une tristesse plus douce, plus supportable. La semaine dernière, je suis tombée sur Elijah au supermarché. On a été prendre un café, et on a discuté pendant des heures. On n'a pas parlé de Michael, ni de ce qui s'était passé, seulement de tout et de rien, des films, des livres, de nos boulots. Ça faisait du bien de parler sans que la tristesse ne plane sur la conversation. Il m'a proposé qu'on dîne ensemble un soir. J'ai été la première surprise d'accepter. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous, juste 2 personnes qui ont traversé une épreuve similaire et qui trouvent un peu de réconfort dans la présence de l'autre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve et je ne suis pas encore prête à retomber amoureuse. Mais pour la première fois depuis la disparition de Michael, j'ai envie de croire que mon histoire ne s'arrête pas là. Sa mère nous a appris tellement de choses, à lui comme à moi. Elle lui a volé ses chances, ses choix, et au bout du compte, sa vie. Elle a bien failli me détruire aussi, mais elle n'a pas gagné. Finalement, la vérité a éclaté. La justice a fini par être rendue, même si ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Et je suis toujours là, debout, avançant. C'est ce que Michael aurait voulu, et pour la première fois, je suis prête à le vouloir aussi.